l'avons fait à travers des réunions publiques sur le budget, réunions publiques sur le pays d'Arles, à travers des commissions extra-municipales, je vais en oublier, l'environnement, les affaires scolaires, culture, des groupes de travail, notamment autour de projets culturels, certains du cinéma, la fête du livre, que sais-je. Cette volonté de dialogue, de concertation et de participation des Fontvieilloises et des Fontvieillois à la vie municipale et aujourd'hui à l'élaboration du projet 2020-2026, nous souhaitons l'ouvrir. On est bien dans ce cadre-là de dialogue et de réflexion en commun. Nous avons, dans le cadre de la campagne, ouvert des outils informatiques, mais ce n'est pas uniquement des outils informatiques, puisque vous le savez, les bureaux des élus et les bureaux du maire sont ouverts en permanence à toutes celles et à tous ceux qui ont envie, qui ont des questions, des remarques ou envie de venir proposer des idées. En remontant à l'histoire du terrain de Montauban qui a été vendu, oui. Pourquoi la municipalité de l'époque ou les citoyens n'ont pas exigé, par exemple, qu'il y ait un référendum sur cette affaire-là, un référendum d'initiative citoyenne? Est-ce que, à l'avenir, ce sont des choses qui pourraient devenir possibles? Sur des sujets aussi importants et qui impactent de manière assez importante le village, je crois que oui, il faut passer par le référendum pour faire valider. Est-ce que tu aurais des exemples des projets à l'avenir qui pourraient donner lieu à des référendums? Je vais revenir sur un où nous avons organisé, qui n'est pas un projet municipal, c'est le Pays d'Arles et la métropole. Et évidemment, voilà une thématique qui, pour moi, oblige à passer par un référendum. C'est ce que nous avons fait. Ce référendum-là, évidemment, n'est pas décisionnaire puisque c'est une loi qui le dira. Mais au moins, nous pouvons porter la parole des Fontvieillois, et vous avez remarqué que sur ce sujet, je ne suis pas avare pour porter la parole des Fontvieillois ici ou là. Oui, il faut le faire. Il y a peut-être d'autres formes à envisager, mais la consultation de la population me paraît obligatoire. Moi, je voulais juste te dire que ça me semble important que ce ne soit pas systématique, parce qu'on sait que les référendums ne font pas beaucoup avancer les choses, dans la mesure où ça donne beaucoup la parole aux freins en général, plus qu'à l'initiative. Donc ça me semble important qu'une mairie, elle ait une ligne et qu'elle s'y tienne aussi par ailleurs, sans à chaque pas redemander l'avis de tout le monde. Absolument. Il y a une élection pour 6 ans. Absolument. Là, on arriverait là à bloquer. avoir un contournement finalement de la démocratie telle qu'elle existe. Mais oui, sur des points particuliers, moi, ça me paraît même indispensable. Pour en revenir au sujet qui a été abordé par M. Richard, qui concerne le camping. Bon, je pourrais peut-être un peu mieux en parler, puisque je faisais partie de la majorité au cours de laquelle l'opération a été faite. Rappel des faits. Le camping devait être repris en main parce que la gestion communale ne permettait pas d'être à la hauteur de la concurrence des campings qui se trouvaient dans notre territoire. Il fallait faire quelque chose. Il y a une étude qui a été confiée à un bureau d'études pour évaluer les choix les plus pertinents. Il y avait des investissements. Il y avait des investissements qui auraient dû être à hauteur de 1 200 000 € pour que les choses soient à peu près
dans la lignée des campings concurrents. La deuxième solution, c'était une délégation de services publics. J'ose à peine imaginer l'échec que ça aurait pu être. Et la dernière solution était la vente. C'est la solution que nous avions retenue. Encore fallait-il que la vente se fasse à quelqu'un, à une société qui soit suffisamment apte à pérenniser ce camping, qui était dans un état de délabrement avancé. Et bien entendu, le choix s'est porté sur la société Utopia. Imaginons qu'il y ait eu un référendum. Ce que disait Fabienne, le référendum aurait été une sanction. Nous n'aurions pas pu vendre le camping à Utopia. Qui peut, à l'heure actuelle, se plaindre d'Utopia? Si je regarde Montauban, si je regarde le camping, si je regarde la piscine, etc., on voit des actions qui sont menées, qui ont été réalisées, et je cherche toujours la cohérence dans tout ça. Et éventuellement aussi la valeur, le côté financier, quelle était la stratégie qui a été mise en place pour ça. Donc je pense que si on veut associer la population à des décisions, il me semble que c'est bien que la population puisse avoir ce genre d'informations en disant ça coûte tant, il y a tant d'éléments, etc. Moi, je sais que j'avais évoqué le problème du centre aéré pour les enfants qui remplacera à terme peut-être. C'est quelque chose qui est au niveau raisonnement. Ça ne veut pas dire que ça se fasse, mais au niveau du raisonnement, je me dis, est-ce que c'est une priorité? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit encore dépenser? Est-ce qu'on manque d'espace à Fourvière pour accueillir les enfants? Voilà. Donc, si vous voulez, je pense que si on veut associer les gens et que ça soit positif, il faut arriver à avoir ces gens-là. C'est simplement pour dire que sinon, on est sur des idées, des envies, mais qui ne s'appuient pas sur de la réalité. La question qui est posée, ce n'est pas la pertinence de l'un ou l'autre opérateur, c'est bien la méthode. Et où les Fourvillois auraient, au vu des éléments mis sur la table, auraient choisi, dit ce qu'ils en pensaient. Le référendum n'est pas décisionnaire. Le même problème se serait posé sur ces 2 dernières années, il y aurait eu une consultation de la population. Absolument. Et vous avez totalement raison. Il y a une réflexion, mais là aussi on peut avancer des pistes. La participation, c'est aussi le résultat d'une information, d'une communication. Il y a peut-être beaucoup à dire sur la communication entre la municipalité et les Fourvilloises et les Fourvillois. Pour rester dans le sujet de l'intégration ou pas à la métropole, que pensez-vous des dernières décisions qui ont été prises, qui ont l'air d'être pour nous une accalmie, mais est-ce très précaire? Voilà, c'est la question que je voudrais vous poser. Alors, je vais être brutal. Pour moi, c'est noyer le poisson. C'est politique. Si vous, et je sais que vous l'avez fait, si vous avez suivi des événements, M. Godet a annoncé que la métropole ne verrait pas le jour avant 2023. Il n'a pas dit qu'elle ne verrait pas le jour. 15 jours avant, le ministre Le Cornu, en visite à Marseille, a annoncé un projet de loi pour le 2e semestre 2020. Si on met en perspective tout ça, on se dit qui dit le vrai? Et pourquoi 2e semestre 2020? Et moi je fais le pari que c'est une annonce dans le cadre du calendrier électoral pour que la question de la métropole chez nous impacte le moins possible la campagne des municipales. Voilà ce que c'est mon analyse. Est-elle vraie? Je ne sais rien.
mais je suis prêt à parier que nous verrons ressurgir l'Arlésienne, comme on l'appelle M. Godet. Concernant l'avenir de la banque postale, de la Poste, parce qu'il y a beaucoup de riverains qui font appel à la Poste ou à la banque postale. Et qu'en est-il à ce jour, puisqu'on chaque fois, moi je passe un peu devant, régulièrement elle est fermée. Et donc on nous envoie sur nos SAN, nos IS. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu au niveau de la municipalité? C'est ce que je dis. Le premier sujet, c'est l'avenir du service public, en général. Sur combien nous avons en question la Poste, ailleurs nous avons en question la trésorerie de Mossane, etc. L'avenir de la Poste, je vais essayer d'être très synthétique parce que est réglé par une convention entre l'État et la Poste. La Poste n'est plus un service public à proprement dit, la Poste est une entreprise qui a une convention avec l'État. D'accord? Cette convention vient à obsolescence fin 2020, début 2021. Aujourd'hui, on n'a pas la certitude qu'une nouvelle convention soit signée entre l'État et la Poste. Ce qu'on nous offre comme perspective actuellement, c'est est-ce que la municipalité est prête à prendre le relais du service de la Poste, je parle sur le courrier essentiellement, et auquel cas la Poste verse L'équivalent de demi-salaire. voilà, l'équivalent d'un demi-salaire. Alors, je l'avais dit, j'aime pas trop là, mais je l'avais dit dans le cadre de la campagne de 2018, si effectivement, ça n'est pas le cas, si effectivement la Poste s'était totalement désengagée, mais le conseil municipal, les deux maires successifs entre 2014 et 2020 ont manifesté leur opposition à la fermeture de la Poste, et nous avons continué en 2018 pour signifier que non, nous ne signerons pas, parce qu'on voulait nous imposer une réduction drastique. Allez, on allait avoir 2 demi-journées de la Poste ouverte sur Facebook. Nous avons réussi à maintenir un temps d'ouverture relativement acceptable, même si je regrette qu'il ne soit pas plus étendu. Si nous avions des nouvelles mauvaises, nous ferions là aussi une réunion publique, et si j'étais élu, j'appellerais fortement à la mobilisation des Fontvillois et des Fontvillois pour manifester publiquement à l'État notre désaccord de la volonté de conserver le service public postal, y compris en faisant des manifestations, voire des occupations de locaux. Allez, je me mouille. Je voudrais poser une question à propos d'un problème de sécurité. Le haut de la rue Michelet, on parlait tout à l'heure du camping Utopia, qui est effectivement très fréquenté. Il y a donc à côté les abeilles, beaucoup de monde aussi, et en été, le centre pour les enfants d'Arles. L'accès à cet endroit est très étroit, et en cas d'incendie,
et à mon avis, il est très difficile d'évacuer et de faire en même temps monter des pompiers. Ils ne se croisent pas. Donc il avait été longtemps question de faire une dérivation entre le haut de la rue Michelet et la route vers Ossam, pour enfin désenclaver cet endroit qui est, à mon avis, en cas de feu de forêt, extrêmement dangereux. Je vais vous dire que ça aussi, c'est une arlésienne. Parce que ce baron est dans les projets municipaux depuis une trentaine d'années, voire plus, et qui n'a jamais vu le jour. Et c'est un vrai souci qu'il faudra régler. Ça n'est pas si simple qu'un trait de crayon sur la carte. Le trait, il existe. Le problème, c'est que sur la partie, nous n'avons que des propriétés privées. Ce qu'il faut, ce qui signifie qu'il faut lancer des procédures d'expropriation pour pouvoir réaliser cette route. Les maires successifs, je parle de M. Millon, de M. Frustier, et je le dis, pas moi, parce qu'on s'y est pas attaqué. Mais il y a eu 2 maires avant moi qui s'y sont attaqués, qui n'ont pas réussi. Je le dis comme ça. Et je le dis aussi, nous ne l'avons pas attaqué. C'est un dossier qui, effectivement, il faudra ouvrir vraiment et mesurer, évidemment, l'impact. Oui. Donc est-ce que vous allez réaliser l'aménagement du carrefour à l'entrée du parking? Il n'y a pas de trottoir, on est en danger en permanence. C'est-à-dire à partir de la maison de Madame Moulin jusqu'à l'entrée du parking qui est les anciennes écoles. Et le carrefour, il n'y a pas de trottoir là, avec une poussette, on est au milieu de la rue. Y compris après devant la station d'essence, il y a la boulangerie, c'est des marches tout le long, il n'y a pas de trottoir, il y a les voitures et les marches. On ne peut pas y aller, c'est très dangereux. Moi j'ai failli me faire arracher par la L29, là, le bus. Exact. Alors je sais pas, il n'y a pas de trottoir. Alors, exact. Pas de sécurité, on est en danger. Je ne... Pas de trottoir. Il n'y a pas de ralentisseur, et ce carrefour est très dangereux. Je ne noie pas le poisson en disant ça. Sur le cours Belon, nous avons, quand je dis nous, c'est la commune et pas les élus, quels qu'ils soient. Il y a un projet à bâtir, à inscrire en commençant à régler le problème du pluvial. Sur ce cours, il n'y a pas de pluvial. Cette voisine, vous le pratiquez par jour de grosses pluies, on est dans l'eau. Quelques riverains épaules. Donc je pense, ouvrir aujourd'hui, alors ça règle rien et ma réponse n'est pas satisfaisante, mais ouvrir aujourd'hui un chantier sur le trottoir, alors que nous savons qu'il y a ce problème grave aussi à régler, qui est un chantier absolument colossal et très compliqué, parce qu'il va nous obliger à trouver des solutions improbables pour ne pas fermer pendant 6 mois le cours Belon. Quand l'équipe précédente a fait le cours d'OD, qui a été très bien fait, et la largeur était suffisante pour avoir une alternance. Sur le cours Belon, cette largeur, on ne l'a pas. Maintenant, il y a un autre problème que je pense qui est assez grave, c'est celui de la route neuve. Parce que la route neuve, elle est vraiment dangereuse. Seulement,
elle est étroite. Et les voitures, les camions, soi-disant qu'il y a un trottoir, mais on roule sur le trottoir. Et moi, combien de fois j'ai manqué de me faire enlever? Je vous fais une confidence. Je ne prends pas un engagement, je fais une confidence. Tu sens la nuance. Il y aura des propositions pour la route. Pour les platanes sur la route de Tarascon, Alors il y a un là, problème. ne Hein? m'en dis pas plus, très simple. Guy Frustier avait fait une demande au département. Ouais, j'étais. Guy Frustier et moi-même, en 2014 ou 2015, nous avons fait un courrier conjoint au département. J'ai renouvelé l'opération. Et je vous livre la réponse du département. Nous avons un programme d'élagage sur X années et vous n'êtes pas dans le calendrier, votre tour est là. Ces platanes sont propriété du département. Madame Darve-Botto, Béatrice, m'a suggéré l'idée de voisin vigilant, ce qu'on appelle aujourd'hui la participation citoyenne à la sécurité. C'est un dispositif que nous avons mis en place en partenariat avec la gendarmerie sur 2 quartiers. C'est la gendarmerie qui a choisi les quartiers Saint-Victor et la Grande Braille. J'en profite pour ouvrir l'appel à candidature, notamment sur Saint-Victor, la Grande Braille aussi, et je pense, ça semble donner quelques résultats, mais ne soyons pas naïfs, ça semble donner quelques résultats, et je pense que nous allons élargir à d'autres quartiers. Je pars du principe que le citoyen a la compétence pour s'exprimer sur l'ensemble des sujets.
Bon, oui. Ah oui. Tout à l'heure, tu parlais de la Grande Rail. Lorsque j'ai déposé mon permis de construire en 2001, c'était la période de fin de mandat d'ISO. Oui. Et on était à cheval entre les deux. Et mon permis de construire a été validé, y compris le système d'assainissement, puisque j'ai quand même 6 logements qui ont été faits. Et on m'avait dit, de toute façon, on fera le total. C'est pas ça. Je m'étais engagé. C'est le dossier qui a été élu pendant 2 mandats de l'UEC. Au cours du premier mandat, il a introduit 3 travaux sur la Grande Rail. Il a mis l'eau potable de la ville. Et vous croyez que le remis le Total-Égout que ni pas de Total-Égout à la Grande Rail. Alors, si on part du principe que la Grande Rail est devenue quasiment un quartier résidentiel, à l'époque c'était une zone agricole, il n'y avait que des paysans qui vendaient, et puis les paysans ont vendu leurs biens, comme j'en connais plusieurs, à des gens qui ne sont pas agriculteurs. Et c'est devenu un quartier résidentiel. Et il serait peut-être intéressant de se poser la question précisément de l'assainissement. Parce que toutes ces propriétés sont équipées d'assainissement autonome, qui sont obsolètes. Un assainissement autonome a une durée de vie limitée. Et quand on sait que toutes ces propriétés ont été aménagées avec des aménagements paysagers, etc., si jamais il fallait entreprendre des travaux pour mettre aux normes, juste impossible. Alors la question que je me pose, est-ce qu'il serait possible, je sais que ce n'est pas de la compétence de la municipalité, d'essayer de faire pression, est-ce qu'il serait judicieux, et là je sais qu'il y a des gens, M. Berthomieux, plein de gens qui sont de la Grande Rail, est-ce qu'il serait judicieux de prévoir un projet dans ce sens-là, même si, et ça je peux le dire, il serait peut-être aussi judicieux de demander une participation des riverains. Parce que j'imagine que les travaux vont être assez élevés, d'un point élevé. Mais je pense que ce serait plus de sérénité pour tous ces riverains. Je pense qu'il doit y avoir un minimum une vingtaine de propriétés. 18 ans après avoir été battu aux élections, 18 ans après, je n'ai pas changé d'avis. La Grande Rail mérite, après il faut voir, techniquement, la Grande Rail mérite effectivement d'être équipée d'une Total-Égout. Comme tu le disais, ce sont des travaux qui ne sont plus de la compétence communale. Et je fais confiance à la métropole pour le faire rapidement. Ah ouais. Mais ce à quoi je peux m'engager, c'est à défendre dans le cadre de l'intercommunalité ce dossier de Total-Égout à la Grande Rail. De la même manière, il y a au moins là 2 sujets. Le Total-Égout à la Grande Rail, l'alimentation en eau de la commune. La réfection de la conduite principale entre la Barjole et la grâce, par la grâce de Dieu, Balastre. Ça, et la recherche d'un nouveau point de captage hors Barjole pour sécuriser l'alimentation en eau de la commune. Ça, c'est aujourd'hui, c'est des engagements que je prends devant vous. Je vais plus loin, puisque, y compris sur la canalisation qui part de la Barjole pour rejoindre le village, les interventions de Gérard auprès de l'intercommunalité ont déjà fait aboutir pratiquement le financement de cette réalisation par l'intercommunalité, puisque la liaison entre la Barjole et la route départementale devrait être réalisée dès cette année, et que la deuxième partie de canalisation devrait être réalisée normalement avant la fin de l'année prochaine. Sur le captage
Deuxième point, d'eau potable. Il y a une réflexion qui est en cours qui puisse résoudre ce problème-là pour plusieurs communes, notamment pour Fontvieille, où il y a des sondages qui vont commencer à être faits dans les semaines qui viennent et dont on devrait avoir les résultats avant la fin de l'année pour savoir la faisabilité de ce nouveau sondage qui sécuriserait définitivement l'approvisionnement de Fontvieille. En fait, je m'engage sur des choses qui sont presque déjà faites. C'est un cours. C'est facile.